Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette principale édition de la soirée. Voici les titres. Le gros poisson se fait rare en ce moment sur le marché. En plus, les prix sont jugés chers. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette situation? La réponse dans l'enquête de ce 20h. Présidentielle en Russie, c'est dans 3 jours. Le président sortant Vladimir Poutine est favori dans les sondages. Selon les estimations, il pourrait passer dès le premier tour. En ouverture, les résultats de l'élection présidentielle du 26 février ont été publiés hier. À l'issue des travaux, des représentants des candidats se sont prononcés pour donner leurs sentiments par rapport au score qu'ils ont obtenu, suivant ces quelques réactions recueillies par nos reporters Youssouf Kaba et Ourey Thiam. Il faut rendre grâce à Dieu de nous avoir permis d'aller à ces élections ce 26 février sans aucun incident. Rendre grâce à Dieu aussi parce que nous étions 14 candidats et sur 51% de participation, nous avons pu obtenir 949 000 voix, c'est-à-dire 34, quelques %, 45% de suffrages exprimés pour notre candidat. Notre objectif était quoi? Sur 100 candidats, d'obtenir les 50. Mais malheureusement, nous ne l'avons pas obtenu, nous avons eu 34. Donc nous marquons notre satisfaction sur les résultats qui sont sortis par les urnes et qui ont été exprimés par les Sénégalais, à qui nous rendons hommage et que nous remercions vivement d'avoir porté le choix de ce premier tour sur notre candidat. Et le reste maintenant, c'est de regarder comment affronter le second. Il n'y a pas de déception dans votre camp par rapport à cela? Non, déception non, parce que nous sommes partis en compétition. Quand vous allez à une compétition avec règles du jeu, il faut accepter les résultats des compétitions. Rendre grâce à Dieu d'abord, de remercier l'ensemble du peuple sénégalais qui a fait confiance à la candidature du président Macky Sall pour accepter qu'il soit au deuxième tour. Mais c'est également faire un clin d'œil à l'administration dans l'organisation de ces élections qui, globalement, ont répondu à l'attente des populations, quand bien même il y a eu, ça et là, des désagréments. Nous avons eu, à la lecture de l'ensemble des suffrages exprimés, le candidat Macky Sall s'est retrouvé avec plus de 700 000 voix sur les 2 707 000 suffrages exprimés, ce qui représente un pourcentage de 26,50 et quelques %. Aujourd'hui, au-delà de la personnalité de Macky Sall, c'est toute l'opposition sénégalaise qui charrie l'ensemble de l'espoir que nous attendons des lendemains de ces élections-là. Et donc, ma lecture, c'est que tant mieux pour le Sénégal. Après le dépouillement, nous avons eu 26 667 voix exactement. C'est un score que nous apprécions parce que c'est la première participation de Dr Cheikh Tidiane Gadio à une élection à cet échelon national. Nous remercions les Sénégalais qui ont entendu notre message, qui ont entendu notre programme. Nous sommes membres du M23 et nous connaissons tous le mot d'ordre du M23 qui a été que Wade ne participe pas à cette élection. On s'est donné à fond dans ce mot d'ordre du M23, ce qui a fait que le message du Dr Cheikh Tidiane Gadio, qui était un peu autour de ce triptyque nourrir, éduquer, soigner en vue de libérer les énergies des Sénégalais, ce message n'a pas pu être beaucoup entendu par les Sénégalais. Mais nous avons un score de 48 953. Un pourcentage de 1,81%. Donc nous pouvons dire alhamdulillah pour une raison simple, le type de candidat que Kenkar Ibrahim Fall, dès le début les gens ne lui donnaient pas 0,5%. Ils disaient que parce qu'il n'avait pas d'appareil. Moi qui les a démentis un petit peu par 3, il s'approche des 2%. Vraiment, nous disons que c'est satisfaisant, en ce sens que c'est une première participation. Et si on analyse le contexte de la campagne électorale, il avait un créneau en tant qu'homme de parole. Son credo, c'était de se battre contre la candidature illégale de M. Abdelwad. Il a tenu parole jusqu'au bout
et 48 950 Sénégalais que nous remercions au passage l'ont bien saisi et donc la lutte continue. D'abord, moi, je voudrais me réjouir de l'ambiance dans laquelle les travaux de la Commission nationale de recensement des votes se sont déroulés. C'était une ambiance faite de sérénité, de responsabilité et de sérieux. Nous n'avons pas eu de problème majeur de contestation ou de réclamation. Donc tout s'est fait sur la base du consensus, à part quelques exceptions où les magistrats ont eu à délibérer. Nous avons seulement corrigé, je crois, et rectifié bien sûr des PV et annulé, je crois, 16 à 17 PV de bureau de vote. Et donc les conditions de travail font que je ne m'attends pas à des recours au niveau du Conseil constitutionnel. Je crois que tout le monde va accepter les résultats. Et le deuxième constat qu'on fait, c'est qu'il y aura un deuxième tour de l'élection présidentielle. Le candidat Ousmane Tanor Dieng a eu un peu plus de 305 000 voix, représentant 11,30% des suffrages des Sénégalais. Donc se trouve dans le quartier des premiers candidats sur 14. Et nous allons maintenant analyser notre comportement pendant cette élection-là, les enseignements y tirés, d'abord au niveau du Parti socialiste et au niveau aussi des autres membres de la coalition et puis au niveau de la coalition dans son ensemble. L'attente a été longue, très longue pour la presse qui était à l'affût de la moindre information pour ne pas rater cette proclamation. Notre reporter Ourey Thiam nous replonge maintenant dans cette ambiance fiévreuse de ses confrères qui se sont retrouvés devant la cour d'appel. Reportage. Tous les regards et attentions étaient rivés sur cet édifice. Le palais de justice a été la grande attraction ce mercredi. Toute la presse nationale comme internationale s'y était retrouvée, piaffant d'impatience en attendant les résultats de cette élection présidentielle. De 16h à 20h, c'était le pied de grue. Et lorsqu'un monsieur s'est avancé vers le micro, c'était la grande ruée. Mais dommage, c'était une fausse alerte. Et l'attente reprit ses droits. L'impatience se lisait sur tous les visages et la fatigue commençait à se faire sentir. Mais pour rien au monde, les confrères n'ont voulu rater ce rendez-vous avec l'histoire. C'est un peu dur l'attente parce que depuis dimanche, on est sur le terrain, on ne dort pas assez, on est toujours à la coupe des informations pour pouvoir informer le public. Sûrement, on s'attend à un deuxième tour, mais professionnellement, c'est un peu dur quand même. Au plan personnel, comment est-ce qu'un journaliste vit de tel moment? C'est toujours un moment fort dans la carrière d'un journaliste, surtout ce genre d'élection. Je pense que ce sont des élections qui sont sur le plan professionnel assez inédites. Donc sur le plan personnel, c'est toujours la bonne chose et sur le plan professionnel, ça fait toujours du bien et on apprend tous les jours, surtout à travers ce genre de rendez-vous. Ouf, il est 21h, la sortie du premier président Demba Kandji sonne comme une délivrance professionnelle. Place au direct et au faux direct. Les journalistes retransmettent dans l'allégresse et l'excitation professionnelle les différents scores. À la fin du speech du premier président, les journalistes pensent déjà à d'autres défis. Ça va peut-être atténuer la tension qu'on avait au niveau des rédactions. Ça va nous aider un peu à nous focaliser sur autre chose qu'uniquement sur ces élections, sur ces résultats et pourquoi pas attendre aussi la prochaine campagne pour le second tour. Fin pour ce premier tour de l'élection présidentielle et la presse oriente déjà son regard vers le Conseil constitutionnel pour la proclamation définitive des résultats du premier tour et le second tour pointe à l'horizon et les journalistes comptent relever le défi. Ourey Thiam, vous l'avez dit, d'après les résultats provisoires, nous allons vers un second tour de l'élection présidentielle et la RTS prévoit d'organiser en partenariat avec le Conseil national de régulation de l'audiovisuel un débat face à face entre les deux candidats. C'est le directeur général qui l'a annoncé ce matin dans l'émission Kenkeliba. Voici Babacar Diagne que nous écoutons. Déjà, nous allons forcément vers un deuxième tour, d'après les résultats que nous avons reçus hier. Alors, comment la RTS compte préparer ce second tour? Nous sommes prêts. Vous savez que le deuxième tour
a lieu quand les candidats n'ont pas atteint plus de 50%, c'est-à-dire 50% plus une voix. Et donc, dans ce cas précis, je pense qu'on parle de 34% pour le candidat Wade et de 26% pour le candidat Macky Sall. Donc, nous allons vers un second tour. Alors, le second tour, elle a cette particularité qu'on n'a que 2 candidats. Donc, la machine est moins lourde. C'est moins de boulot. Et dans un deuxième tour, pour des raisons évidentes, généralement, on ne reprend pas les campagnes. Les Américains appellent ça bucuralise. Dans le deuxième tour, c'est un travail généralement de lobbying. Un travail de lobbying. Les candidats regardent la carte politique, regardent. Cette élection est importante puisqu'il y a eu 40% de l'abstention, c'est ça? Il y a 50% de participants. Donc il y a quand même un gap important. Ils peuvent aller puiser. Donc c'est un travail de lobbying. Nous allons donc nous suivre les 2 candidats. En général, dès que le Conseil constitutionnel publie, affiche les résultats, donc ce sera sûrement demain ou après-demain, la campagne commence. Et cette fois-ci, elle va durer 2 semaines. Elle va durer 2 semaines et c'est une campagne de lobbying, comme j'ai dit, principalement. Il peut y avoir peut-être des meetings, mais généralement, ce n'est pas des grands meetings qui se voient dans un deuxième tour. Et nous allons donc gérer comme à l'habitude, mais ce sera plus léger pour nous. Alors, est-ce qu'il y a là la perspective d'organiser un débat entre le candidat Wade et le candidat Macky Sall? Oui, cette fois-ci vraiment, oui. Dans quelles conditions, sous quel format? C'est très important. Alors nous sommes la chaîne leader, vous l'avez dit, nous sommes la chaîne, n'est-ce pas, la plus expérimentée, la chaîne qui a les moyens, c'est ça qui compte dans un grand débat. Ce sont les réalisateurs expérimentés, les moyens, n'est-ce pas, techniques. Et ça c'est important. Alors qu'est-ce qui est important dans un débat? C'est le plateau, c'est très important dans un débat, c'est le décor, c'est important dans un débat, c'est les présentateurs, c'est important, et quatrièmement le public. Alors tout se fait avec, bien sûr, tout se fait en concertation avec les candidats. C'est les 2 candidats qui donc viennent me voir d'ailleurs, et mon staff, et on discute. Parce que vous savez, dans ce cas-là, le plateau est important, les couleurs, les teintes, c'est important, le journaliste est important. C'est laissé à le choix des candidats. Quand il y a un journaliste, il y a consensus. Il y a consensus, par exemple en Côte d'Ivoire, vous l'avez vu, il y a eu un animateur des débats. Mais en France, en général, c'est 2. Chaque candidat, ce n'est pas, les candidats ne choisissent pas des journalistes à eux, qui sont dans leur staff ou dans leur parti. C'est des journalistes professionnels qui sont choisis, connus pour leur rigueur. Et en général, donc, ces 2 candidats, on le voit en France, donc, mais les candidats, encore une fois, sont choisis par les candidats. Et c'est pour bien sûr qu'ils aillent vers nous, pour qu'on puisse leur proposer. Mais la RTS est prête pour accueillir les 2 candidats? Oui, non seulement la RTS est prête, mais je pense que c'est ici qu'elle doit se faire. Généralement, ces débats-là sont laissés à l'audiovisuel public, pour les raisons que j'ai citées plus haut, l'expérience, etc. Alors, vous savez, ces débats-là ont commencé depuis très très longtemps, et nous sommes très heureux pour le Sénégal, parce que c'est un surréalisatif. C'est un point qui manquait à notre démocratie. Ces débats-là, vous vous souvenez, le plus grand débat dont on parle jusqu'à présent, c'est le débat de 60, septembre 60, entre Kennedy et Nixon. C'est un débat très, très intéressant qui était à l'époque, n'est-ce pas, une première. Vous vous souvenez de Nixon qui était venu malade, il avait mal au genou, il avait perdu 2 kilos, sa chemise tombée. Kennedy venait de vacances, il venait de Californie, il était frais, et ça a beaucoup compté. C'est à partir de ce moment-là qu'on se dit que l'image, n'est-ce pas, compte beaucoup. Parce que les électeurs ont l'occasion de voir comme ça, face à face, leurs 2 candidats, les choix programmatiques, et décider, surtout en milieu jeune, on décide par rapport au choix programmatique, c'est très important. L'autre grand débat, les autres grands débats qu'on a vus, c'était en France. Mais en France, c'est beaucoup plus tard. Il y a eu des débats avant, mais c'est à partir des grands débats de Duhamel, de Massy de 70.
que c'est entré dans les mœurs. Vous vous souvenez de la grande phrase de Claudel, Monsieur le censeur, bonsoir. C'était des débats intéressants. Bien sûr, sont venus plus tard des débats, Mitterrand, Giscard d'Estaing. Vous êtes un homme du passif, vous êtes un homme du passé. Ces phrases choc, le sens de la réplique est également extrêmement important dans ces débats-là. En tout cas, comme je l'ai dit, nous offrons d'abord, nous offrons nos services. Nous allons prendre contact d'ailleurs immédiatement avec les staffs des deux candidats et les candidats eux-mêmes pour ce débat à la RTS. Nous en avons l'expérience, nous en avons les moyens, je le dis souvent, et nous verrons avec eux. Vous avez vu le plateau qu'on avait fait pour eux, avec des tons neutres, parce que les couleurs des partis importent. Nous allons prendre des couleurs suffisamment neutres, un plateau, n'est-ce pas, sobre, pour pouvoir, n'est-ce pas, avoir un débat de qualité. C'est important dans les moindres détails. Alors, Macky, lui, il est disposé, la RTS est disposée. Peut-être que ça va être est-ce que le président est disposé? Le président Wade est disposé. Il est disposé. Le président Wade est disposé. Wade est disposé. Je pense que. Et la RTS est disposée. Et ça va être profitable à la démocratie. Très bien. Absolument. Ça, c'est une première. Nous allons leur proposer d'ailleurs 2 fois 45 minutes, en français et en wolof, pour atteindre un plus large public. Nous allons dès maintenant nous attendre à cela et travailler. D'accord. Croise les doigts. Et ça sera. La date n'est pas encore retenue? Elle n'est pas retenue. Je sais que les candidats vont dire nous sommes prêts immédiatement, mais vous savez, il faut faire un décor. Il faut travailler avec les staffs. Il faut qu'ils viennent. Donc on travaille ensemble, le découpage, les choix des thèmes. Et ça, c'est important. La campagne électorale du premier tour de l'élection présidentielle est bien terminée. Pour une bonne couverture médiatique, la radio-télévision sénégalaise a débloqué de gros moyens. Journalistes, caméramans, techniciens ont tous été mobilisés. Ils ont abattu un travail de titan reconnu par l'ensemble des candidats. Claire Diop. Un événement exceptionnel, couverture exceptionnelle. Pour la campagne électorale du 26 février 2012, la radio-télévision sénégalaise a sorti la grosse artillerie. D'importants moyens techniques, administratifs, logistiques, financiers et l'expertise des agents ont été mobilisés. Au final, quelques-uns des candidats ont décerné un satisfecit total à la chaîne leader. On a sillonné presque tout le Sénégal avec cette équipe. Très dévouée, très disponible. En tout cas, je vous félicite de votre travail et de votre abnégation. C'est ça une équipe. Je ne regrette pas d'être avec vous. Une appréciation hautement positive. Parce que durant ces 3 semaines, j'étais avec une équipe compétente. Des professionnels, patients. C'est pas toujours évident avec les candidats et les délégations. Patiente, disponible, qui a fait du beau travail dans la plus grande harmonie avec la délégation qui m'accompagnait et moi-même. J'apprécie le travail qui a été fait. Il a été fait avec professionnalisme, avec aussi vraiment sérieux et voilà. Et avec beaucoup d'éthique. La RTS a fait un travail absolument remarquable. Un travail remarquable d'abord dans la couverture médiatique des manifestations de notre candidat, parce qu'elle était là, elle nous a aidés, on a travaillé dans une parfaite harmonie sur à la fois les angles, sur les champs et sur ce qu'il fallait filmer. Donc à ce niveau-là, vos caméramans, vos preneurs de son, vos journalistes, ils ont été particulièrement à la hauteur. Et du point de vue du montage également, tout le montage a été fait tel que nous l'avions décidé, tel que nous l'avions voulu. Les autres candidats ont abondé également dans le même sens. Il y en a même qui ont été surpris par la détermination des agents. Et quelquefois je me posais la question, sont-ils fatigués ou pas? Et je vous avoue que j'étais quelquefois gêné, vous le sentiez un peu, mais je vous voyais toujours avec la même ardeur, le même professionnalisme, la même vision. Finalement, tout simplement les gens qui aiment le travail et qui travaillent bien pour le pays. Et je l'ai senti, vraiment c'était des moments intenses de collaboration, mais aussi de sensations communes. Durant 21 jours, plusieurs dizaines de journalistes, caméramans, techniciens de son, de montage, chauffeurs, entre autres, ont été déployés sur toute l'étendue du territoire national. Le but était de permettre aux citoyens d'être au cœur de la campagne électorale.
Ici à la RTS, de l'accueil à l'arrivée du candidat jusqu'à son entrée à la régie pour la déclaration, les autorités de la structure sont présentes durant tout le processus. La démarche est plus que professionnelle. Le savoir-faire au niveau de la radio-télévision sénégalaise n'est plus à démontrer. La maison est riche de 40 ans d'expérience, une maturité confirmée qui a permis une couverture professionnelle de la campagne électorale dans la sérénité. Un fait salué par tous les acteurs, ce qui entre en droite ligne du slogan de la chaîne leader, le public notre raison d'être. Après tout, quand c'est important, c'est sur la RTS et nulle part ailleurs. Claire Diop, c'est ça la RTS. Et pour boucler ce dossier, je vous donne lecture de ce communiqué du CNRA. Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel rappelle que la campagne électorale pour le second tour est régie, tout comme celle pour le premier tour, par l'article 8 de la loi 2006-04 du 4 janvier 2006 ainsi que les articles LO 125, LO 129 et LO 130 du Code électoral. Au terme des dispositions ci-dessus mentionnées, le CNRA fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions réglementées des médias audiovisuels pendant les campagnes électorales. Et en vertu de l'article LO 130 du Code électoral, le CNRA entend rencontrer les mandataires des deux candidats au second tour pour échanger avec eux sur les modalités d'organisation, de programmation et de diffusion d'un éventuel débat radio-télévisé si ces échanges aboutissent à un accord des deux parties. En application des dispositions de l'article LO 125, le CNRA organise ce débat en rapport avec le service public de l'audiovisuel. Cependant, compte tenu de l'intérêt d'un tel débat pour tous les citoyens, le service public de l'audiovisuel pourrait s'ouvrir aux autres services de l'audiovisuel privé qui le souhaitent. Pour l'Assemblée du CNRA, signée la présidente. Sur un tout autre chapitre maintenant, et nous allons dans les marchés pour savoir s'il y a assez de poissons en ce moment. À Tilène, par exemple, le gros poisson est presque introuvable. On n'en voit que sur quelques étals et les prix sont jugés chers. C'est ce que nous dit Ndeye Aïda. Yaïkan est nostalgique de l'époque où elle préparait son tchéboujan, riz au poisson, avec peu de moyens. Aujourd'hui, la qualité de ce plat national est mise à rude épreuve et pour cause, le principal ingrédient, à savoir le gros poisson, est presque introuvable sur le marché. Avant, on pouvait acheter de gros poissons à des prix vraiment abordables vers Soumbédiouna. À présent, on ne les trouve même plus sur le marché. Même avec 5 000 francs, il nous est très difficile de réunir les conditions pour un bon riz au poisson. Ces propos sont confirmés par la réalité du marché. Ici à Tilène, les gros poissons se font désirer. On n'en trouve que sur quelques étals, mais leurs prix sont jugés exorbitants. Vraiment, les poissons coûtent très cher. C'est dire donc que le tchéboudian Penambay a perdu sa valeur. Le yar, le sedé et le tchof, on n'en trouve nulle part. En plus, les petites bourses ne peuvent même pas les acheter. Les poissons nobles tels que le tchof, on n'en trouve même pas sur le marché. Leur prix avoisine les 25 000 francs CFA. Ils sont encore plus chers que le carpe rouge yar en wolof ou le sede barakada en français. Cette cherté, le vieux Kinessau l'attribue à la hausse du carburant. Depuis plus de 30 ans, il travaille dans ce secteur qu'il semble bien connaître. Actuellement, on ne trouve que des petits poissons sur le marché comme le sikenbo ou le sompa. Même le yaboy coûte cher à présent. Les 3 unités à 500 francs. C'est à peine si nous arrivons à nous en sortir. Aujourd'hui, le bonhomme envisage de brader sa marchandise. Depuis quelque temps, ils vont à perte parce que la plupart de ses clients n'ont pas les moyens d'acheter une portion de poisson à 4 000 francs CFA. Seule possibilité, retourner à son boulot d'antan, l'écaillage des poissons. Mais pour les écailleurs aussi, c'est la période des vaches maigres.
Dans l'actualité nationale toujours, ce 1er mars est célébrée la journée internationale de la protection civile. Le thème porte sur la prévention des accidents à domicile. Plusieurs campagnes de sensibilisation ont été menées pour attirer l'attention des citoyens sur les phénomènes dangereux, mais beaucoup de chemin reste à parcourir. La protection civile, une affaire de tous les jours. Mamadou Sambombo. La protection civile, c'est deux mots clés. Protection civile. La protection se fait à deux niveaux, le niveau prévention et le niveau prévision. La prévention consiste à user de tous les moyens techniques possibles, de recourir à la formation, à l'information et à la sensibilisation pour que la catastrophe ne survienne pas. Tandis que la prévision, elle, c'est l'ensemble des mesures nécessaires pour qu'en cas de fléau, en limiter l'ampleur et les dégâts, en apporter les secours nécessaires, les mesures d'urgence et les réparations idoines. La protection civile s'applique à la population dans sa globalité. Elle est consacrée par la Constitution en son article 7 qui stipule, je cite, « La personne humaine est sacrée, elle est inviolable, l'État a obligation de la respecter et de la protéger, tout individu a droit à la vie, à la sécurité, à l'intégrité corporelle. » La protection civile relève donc du droit, précisément du droit social, notamment à la santé et à un environnement sain. Elle fait appel à une politique, à des instruments, des plans et des moyens, une mise en œuvre, un suivi, évaluation et une capitalisation. Parmi les instruments, on peut citer le Code de l'environnement qui a l'œil, par exemple, sur l'implantation d'établissements industriels dans des zones d'habitation, entre autres réglementations. Le Code de l'urbanisme pour parer à toute implantation humaine dans des zones non édificantes, ainsi que le Code de l'hygiène et la plateforme pour la prévention et la réduction des risques de catastrophes. Toujours dans le dispositif, l'on peut citer la Commission supérieure de la protection civile, la Direction de la protection civile, la Direction de la santé, la Direction de l'environnement et le plan Orsec. Le groupement national des sapeurs-pompiers est l'un des piliers les plus actifs de ce dispositif. La protection civile est aussi un devoir et dépend donc de l'éducation et du comportement du citoyen, d'où la pertinence du thème sur les accidents à domicile, car de la configuration de nos maisons, des installations que nous y effectuons et des actes que nous posons dépend largement notre sécurité. Ici, il y a tout un travail à faire car nombre de nos compatriotes sont fatalistes dans ce domaine. Par exemple, il n'est pas rare de voir un Sénégalais investir des dizaines de millions dans un bâtiment sans avoir pris le soin de s'en référer au service de l'urbanisme et du cadastre. Ça équivaut tout simplement à financer un accident domestique. Puis, des modifications sont faites à tour de bras sur des immeubles à habitation pour installer une PME par exemple au rez-de-chaussée, toutes choses qui mettent en péril la vie de l'ensemble des occupants. Et dans le cadre de cette journée de la protection civile, la rédaction vous propose un document sur la mise hors service de la gare de Birkilane. La gare et les titres fonciers délaissés par les négociants de l'Arachide sont de grands espaces inoccupés, espaces qui constituent une niche de délinquants qui hantent la quiétude des populations. À suivre après ce journal. Sur l'international maintenant présidentiel en Russie, Vladimir Poutine est de plus en plus perçu comme le grand favori du scrutin prévu le 4 mars prochain. Selon les derniers sondages, il pourrait passer dès le premier tour. Homme fort de la Russie depuis 10 ans, Vladimir Poutine semble bien placé pour remporter la présidentielle russe de dimanche, présidence qu'il avait dû laisser en 2008 à Dimitri Medvedev, faute de pouvoir enchaîner plus de 2 mandats. Détenant tous les rouages du pouvoir, faisant vibrer la fibre nationaliste, Vladimir Poutine semble bien placé pour retrouver son poste au Kremlin dès le premier tour. Est-ce que nous aimons la Russie ? Oui, et nous sommes un peuple de combattants et de vainqueurs. C'est dans nos gènes et cela passe de génération en génération. Et maintenant, de nouveau, nous allons gagner. Vladimir Poutine reste le favori des sondages face à une opposition divisée, hétéroclite et sans figure charismatique. Le communiste Gennady Zyuganov, qui dénonce la corruption du régime, est crédité de 11% des intentions de vote. Parmi les autres candidats, le milliardaire libéral Mikhail Prokhorov, il ne devrait séduire au-delà des élites urbaines du pays.
Prometteur, ce nouveau venu en politique propose la privatisation des entreprises publiques et une alliance stratégique avec l'Europe. L'Europe est notre partenaire stratégique. Nous faisons partie de la culture européenne. Nous voulons créer un espace économique commun, un espace économique puissant, une seule Europe. Il faudra compter également avec le populiste xénophobe Vladimir Zhirinovski, qui devrait réunir 10% des suffrages. Quant aux anti-Poutine, qui manifestent depuis des mois dans les rues de Moscou, ils redoutent les fraudes qui avaient déjà émaillé les législatives de décembre. Des fraudes qui ont provoqué le réveil de la société civile russe ces derniers mois. Sur l'international toujours, fin de galère pour les passagers du paquebot Costa Alegra. Le navire a enfin accosté ce jeudi au port de Victoria, capitale des îles Seychelles. Après 3 jours en mer, un incendie l'avait privé de moteur. Ainsi démarre notre tour du monde en bref et en images. Privé de moteur et d'électricité à la suite d'un incendie, le paquebot Costa Alegra était à la dérive dans l'océan Indien depuis lundi. Il a été remorqué par un tonnier français et escorté jusqu'à Mahé par des gardes-côtes pour parer à toute attaque de pirates. Après 4 jours de traversée dans des conditions difficiles, 1000 passagers et membres d'équipage ont finalement mis pied à terre aux Seychelles. 627 d'entre eux ont décidé de prolonger leurs vacances sur place aux frais de la compagnie Costa. Les relations entre la Corée du Nord et les États-Unis ont enregistré un net réchauffement avec le moratoire sur les activités nucléaires nord-coréennes en échange d'une aide alimentaire. Prudente, Hillary Clinton a parlé d'un premier pas modeste dans la bonne direction. La Corée du Nord a également accepté le retour d'inspecteurs de l'AIEA pour superviser le moratoire sur l'enrichissement d'uranium. Les États-Unis se sont engagés à faire avancer le dossier concernant la livraison de 240 000 tonnes de nourriture. Des milliers de personnes, en majorité des jeunes, ont manifesté mercredi en Haïti en faveur de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide pour marquer le 8e anniversaire de son renversement. Des jeunes issus des quartiers pauvres ont fait le tour du centre de la capitale, Port-au-Prince, en brandissant des portraits de l'ancien curé. Cette manifestation fait suite aux rumeurs selon lesquelles le gouvernement aurait l'intention de porter plainte contre Jean-Bertrand Aristide pour trafic de drogue. Une information aussitôt démentie par le ministère de la Justice. James Murdoch, le fils de Rupert Murdoch, PDG de News Corporation et présenté un temps comme son successeur, a annoncé sa démission de la présidence de News International qui regroupe les journaux britanniques du groupe américain. Le départ de James Murdoch intervient dans la foulée du scandale des écoutes téléphoniques pratiquées au Royaume-Uni par le tabloïd News of the World, le plus gros tirage de la presse anglaise fermé en juillet dernier après 168 ans d'existence. James Murdoch va dorénavant se consacrer à l'activité télévision du groupe. Et nous revenons maintenant à l'actualité sénégalaise. Intensifier la production agricole pour lutter contre l'insécurité alimentaire, c'est la méthode choisie parmi tant d'autres par les maraîchers de Toubacouta et Tambacounda pour relever ce défi. Ils sont appuyés par plusieurs partenaires du Sénégal, nous dit Aram Dao. Ces périmètres sécurisés sont ce qui manquait le plus aux maraîchers de Toubacouta. Depuis qu'ils en ont 13 dans la communauté rurale, ils produisent plus et commercialisent mieux. Vous savez, beaucoup de villages environnants nous envient. Ils aimeraient avoir la même chose et sollicitent l'aide de la FAO. Dans cet autre périmètre de Saint-Choumalem, à Tambacounda, le maraîchage est associé à l'agroforesterie. Ici, c'est le PAM qui intervient dans le cadre de son programme Vivre contre travail. Le principe est simple. Il s'agit d'offrir des vivres pour encourager les travaux d'utilité communautaire. Vous savez que ce sable-là, en le plantant, il faut attendre au moins 3 ans avant qu'il commence à produire. Et à l'intérieur, ils associent le maraîchage, qui leur permet de survivre, entre guillemets, d'avoir des ressources financières. Vivre contre travail fait partie des programmes les plus appréciés des populations ciblées par le PAM. À Ségou, village de Kédougou, on s'apprête à mettre en culture ce périmètre maraîcher. Les pépinières sont même prêtes. Je remercie beaucoup le PAM. On a eu beaucoup de projets dans le village, mais celui-ci est en tout cas de loin le meilleur. On est satisfait parce qu'il y a une nette mobilisation, il y a une forte main-d'œuvre du fait que vraiment de l'apport de ces vivres qui permet à la
populations ou bien aux membres de ces activités de pouvoir être plus actifs. Dans ces villages, travailler est devenu plus simple que d'habitude. Les populations sont encouragées par tous les moyens, ce qui rend l'autosuffisance alimentaire plus facile à atteindre. Direction Saint-Louis du Sénégal où depuis 2003, des clubs d'animation socio-éducatifs ont vu le jour. C'est pour faciliter l'accès à la santé de la reproduction et ce programme appuyé par le Fonds des Nations Unies pour la famille a permis de lutter contre les grossesses précoces et les autres phénomènes liés à la santé de la reproduction. C'est un compte rendu signé à Wandiaï. Dans la capitale du Nord, l'intervention se fait dans les 8 quartiers les plus vulnérables de la commune. Depuis 2007, date de démarrage du programme, des clubs d'animation socio-éducatifs ont été installés à l'espace jeune. Nous faisons les causeries dans nos quartiers. Au début, c'était difficile parce que les populations n'y voyaient aucun intérêt. Mais quand les parents ont compris que c'est du sérieux, ils ont poussé leurs enfants à adhérer. Des mamans ont été impliquées dans ce vaste programme pour être les marraines des adolescentes. Elles appuient les éducateurs, pères dans la lutte contre les grossesses précoces, le VIH-Sida et tous les problèmes liés à la santé de la reproduction. Nous nous sommes dit qu'au niveau de la communauté, on ne peut pas venir prendre une jeune fille, mener avec elle un programme sans pour autant que les adultes ne soient impliqués. C'est pourquoi nous avons identifié également des personnes ressources et nous avons identifié également des mères de famille au niveau de la communauté qui sont des responsables de groupements de femmes, des présidentes d'associations féminines au niveau des quartiers et qui avaient rempli les critères que nous avions fixés. Depuis le début de cette campagne d'information, d'éducation et de communication, les résultats évoluent positivement grâce à l'appui de l'UNFPA. Pour cette année, déjà près de 4000 jeunes ont été touchés. Les résultats sont très satisfaisants. Dans le passé, il y avait beaucoup de cas de grossesse précoce et non désirée. Aujourd'hui, ce n'est presque plus le cas. Nous mettons l'accent sur les conséquences afin d'attirer l'attention de nos cibles. Il y a des efforts à fournir pour préserver ce dynamisme d'ici à 2015, conformément aux objectifs du millénaire pour le développement. C'est pourquoi tous ces éducateurs et éducatrices s'engagent à protéger leurs pairs. Un mot de culture avant de nous quitter avec le festival de films documentaires Lumière d'Afrique qui se prépare. Il est prévu du 3 au 4 mars à l'Institut français Léopold Sédar Senghor de Dakar. Les 10 films qui y seront projetés ont été édités dans un coffret grâce à Africado. L'association de promotion du documentaire en Afrique l'a présenté ce jeudi à la presse et ses membres annoncent de nouveaux chantiers, nous dit Oumindour. Depuis 10 ans, l'association Africadoc se bat pour faire exister des images d'Afrique filmées par des Africains eux-mêmes à travers des documentaires. Une cinquantaine de films plus tard, ses responsables se disent « Paris presque gagné » car un défi de taille les attend à présent. Maintenant que les projets ont abouti, il faudrait que la population puisse réellement disposer de ces films-là, les voir et comprendre énormément de choses. C'est ainsi qu'est née l'idée d'éditer un coffret intitulé Lumière d'Afrique. La 2e édition vient de paraître. Elle compte 10 films des 4 coins de l'Afrique francophone, signés par de jeunes réalisateurs. Ils sont pour la plupart issus du Master 2 documentaire de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, à l'exception d'Abdoulaye Tall. Je suis le plus vieux des jeunes et ça me fait plaisir. Le travailleur social signe ainsi son premier documentaire intitulé Mamdiara et compagnie. Il y raconte l'histoire touchante et pleine d'espoir de fillettes condamnées à vivre dans les rues de Dakar du fait du handicap de leurs parents, mais qui se battent pour aller à l'école. C'est un événement de conflit. Et moi, au cœur de ces situations, parce que les côtoyant en tant que travailleur social tout le temps, je me suis rendu compte très vite que ça, c'est quelque chose à montrer et puis à dire pour partager en fait une sensibilité. Après 2 coffrets de chacun 10 films, Africadoc a aujourd'hui de nouvelles ambitions pour sa collection Lumière d'Afrique.
On est en train en tout cas de chercher les financements pour mettre en place un studio de doublage qui pourrait permettre à ces populations-là de voir le film dans la langue qu'elles comprennent, que ce soit en Wolof, en Soussou, en Djoula, en Swahili et autres. D'ici là, vous pouvez déjà voir les 10 documentaires du deuxième coffret les 3 et 4 mars à l'Institut français de Dakar. Un festival y est exclusivement dédié cette fin de semaine à la collection Lumière d'Afrique. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information aux environs de 23h30 avec Ibrahim Mboup. Merci de votre fidélité. Bonsoir.